Le téléphone sonna au milieu de la nuit, arrachant Antoine du sommeil profond qu'il n'avait pas connu depuis des semaines. C'était un appel anonyme. Une voix rauque et inconnue qui murmura « Votre père n'est pas mort. Il vit à Marseille sous un autre nom. » Avant qu'Antoine puisse poser une question, la ligne se coupa, laissant un silence assourdissant qui fit basculer sa vie en un instant. Antoine, 45 ans. Avocat parisien respecté. Avait grandi avec la certitude que son père, Jacques, était mort dans un accident de voiture quand il avait 10 ans. Sa mère, Élise, veuve stoïque, avait élevé seul Antoine et sa sœur cadette, Marie, dans leur appartement bourgeois du 16e arrondissement. Les photos de Jacques trônaient sur le manteau de la cheminée. Un homme souriant aux yeux vifs, figé dans le temps comme un héros tragique. Mais cet appel anonyme, surgit des ombres du passé, fissura cette réalité construite avec soin. Antoine se leva, alluma la lumière de sa chambre, et fouilla dans le tiroir de sa table de nuit pour en sortir une vieille photo jaunie de son père. Ses mains tremblaient. Était-ce possible? Sa famille avait toujours été un pilier de tradition, ancré dans la catholique bourgeoisie française, où les secrets se murmuraient à voix basse mais ne s'éventaient jamais. Le lendemain matin, Antoine annula ses rendez-vous au cabinet et se rendit chez sa mère, qui vivait désormais dans une résidence pour seniors à Versailles. Élise, septuagénaire aux cheveux blancs impeccablement coiffés, l'accueillit avec son habituel thé à la bergamote. « Maman, dis-moi la vérité sur papa. » lança-t-il sans préambule, les yeux fixés sur elle. Élise posa sa tasse, son visage se durcissant comme une statue de marbre. Pourquoi remuer le passé? Antoine, ton père est mort. C'est tout. Mais son ton, légèrement tremblant, trahit une faille. Antoine insista, mentionnant l'appel. Élise blêmit. C'est ridicule. Des farces de mauvais goût. Oublie ça. Pourtant, en repartant, Antoine remarqua comment elle évitait son regard. Comment ses mains serraient la nappe avec une force inhabituelle. De retour à Paris, Antoine contacta un détective privé. Un ancien policier nommé Laurent, recommandé par un collègue. Ils se rencontrèrent dans un café bruyant près de la gare du Nord. Laurent, un homme trapu aux yeux perçants, écouta l'histoire avec un scepticisme professionnel. « Vous voulez que je creuse sur un mort ?» demanda-t-il. Antoine hocha la tête, sortant une enveloppe d'argent. « Trouvez-moi la vérité. » Laurent accepta, promettant des résultats dans les semaines à venir. En attendant, Antoine fouilla les archives familiales, cachées dans le grenier de l'ancienne maison. Parmi les boîtes poussiéreuses, il trouva des lettres jaunies, des photos oubliées. L'une d'elles montrait Jacques avec un homme inconnu, bras dessus bras dessous, lors d'un voyage à Nice. Au dos, une inscription « À mon cher ami Paul ». Avec affection. Antoine sentit un frisson le parcourir. Était-ce plus qu'une amitié? Dans les années 80. En France, l'homosexualité était encore tabou, surtout dans les cercles conservateurs. Les jours suivants, Antoine luttait contre un tourbillon d'émotions. Au travail, il se distrayait, perdant des plaidoiries qu'il aurait gagnées les yeux fermés. Sa compagne, Sophie, une professeure d'histoire, remarqua son agitation. « Qu'est-ce qui te ronge, Antoine ?»
demanda-t-elle un soir, alors qu'il dînait dans leur appartement haussmannien. Il hésita, puis avoua l'appel et ses doutes. Sophie, ouverte d'esprit, l'encouragea, si c'est vrai. Tu mérites de savoir. Mais prépare-toi à ce que ça change tout. Antoine hocha la tête. Mais intérieurement, il craignait que la vérité ne détruise le peu de famille qui lui restait. Sa sœur Marie, mariée et mère de 2 enfants, vivait à Lyon. Il l'appela. Mais elle balaya ses soupçons, maman ne mentirait pas. Laisse les morts en paix. Pourtant, Antoine ne pouvait pas. Il commença à questionner des oncles et tantes éloignés, obtenant des réponses évasives. Des regards fuyants. L'un d'eux, un vieil oncle du côté paternel, murmura au téléphone, « Jacques a fait des choix. Inacceptable. » Puis il raccrocha. Laurent rappela 2 semaines plus tard. « J'ai quelque chose. » dit-il d'une voix grave. Ils se retrouvèrent au même café. Le détective posa un dossier sur la table. « Votre père n'est pas mort en accident. Il a été déclaré mort par votre famille pour couvrir un scandale. » Antoine feuilleta les pages, le cœur battant. Des documents falsifiés. Un acte de décès antidaté. Jacques avait été surpris en flagrant délit avec un homme. Paul. Un artiste de Montmartre. La famille, horrifiée, l'avait forcé à partir, à disparaître. Ils l'ont payé pour qu'il change de nom et s'en aille, expliqua Laurent. Pour préserver l'honneur. Antoine sentit la rage monter. Comment avait-il pu? Son père, vivant quelque part, abandonné par les siens à cause de son orientation sexuelle. Et lui, orphelin d'un mensonge. Cette révélation déclencha une crise intérieure chez Antoine. Il se rappelait les nuits d'enfance où il pleurait son père absent, imaginant des aventures héroïques pour expliquer sa mort. Maintenant, tout n'était que trahison. Il confronta sa mère à nouveau. Cette fois avec les preuves. Élise s'effondra en larmes. C'était pour ton bien, Antoine. À l'époque, l'homosexualité était un péché. Une honte. Ton grand-père a insisté. Jacques a accepté pour vous protéger. Antoine quitta la maison en claquant la porte, le monde s'écroulant autour de lui. Il décida de partir pour Marseille, à la recherche de son père. Sophie l'accompagna, inquiète mais supportive. Dans le train, Antoine fixait le paysage défilé, se demandant si Jacques le reconnaîtrait. Si le pardon était possible après tant d'années. À Marseille, ils descendirent à la gare Saint-Charles, l'air salin de la mer emplissant leurs poumons. Laurent avait fourni une adresse, un petit appartement dans le quartier du Panier. Antoine frappa à la porte, le cœur en suspens. Un homme âgé ouvrit, les yeux écarquillés. C'était Jacques. Vieilli mais reconnaissable, avec les mêmes yeux vifs. Antoine, murmura-t-il, la voix brisée. Père et fils s'étreignirent, des larmes coulant librement. Mais ce n'était que le début. Jacques raconta sa vie exilée. Sa relation avec Paul, terminée par la mort de ce dernier du sida dans les années 90. J'ai voulu revenir, mais la famille m'a menacé. Antoine écouta. La colère envers sa mère grandissant, mais aussi une compréhension naissante des pressions sociétales de l'époque. Les retrouvailles avec Jacques marquèrent un tournant pour Antoine.
Assis dans le modeste salon de l'appartement marseillais. Entouré de tableaux abstraits peints par Paul. Antoine bombardait son père de questions. Pourquoi n'as-tu pas lutté? Pourquoi nous as-tu laissé croire à ta mort? Jacques. Les mains tremblantes sur une tasse de café. Répondit avec une honnêteté brutale. J'étais faible. Fils. Ta grand-mère et ton grand-père m'ont convaincu que mon vice détruirait ta vie et celle de Marie. En 1985. La France venait à peine de dépénaliser l'homosexualité. Mais dans notre milieu, c'était impardonnable. J'ai choisi l'exil pour vous épargner le scandale. Antoine sentit un mélange de pitié et de rage. Comment un amour pouvait-il être qualifié de vice? Jacques poursuivit. Décrivant sa vie cachée, des emplois précaires comme serveur. Puis comme libraire. Toujours sous le nom de Jean Moreau. Il n'avait jamais refait sa vie amoureuse après Paul. Hanté par la perte et la culpabilité. De retour à Paris. Antoine garda le secret pour l'instant. Mais la tension avec sa mère devint insoutenable. Lors d'un dîner familial, où Marie et sa famille étaient venus de Lyon, Antoine explosa. Maman? Dis la vérité à Marie. Papa est vivant. Élise pâlit. Marie rit nerveusement. C'est une blague? Mais devant les preuves. Le silence s'installa. Marie, choquée, accusa Antoine de semer la discorde. Pourquoi remuer ça maintenant? Pense à maman. Élise. En larmes. Avoua tout, la découverte de la liaison de Jacques avec Paul. La confrontation violente. L'ultimatum familial. C'était pour le bien de tous. L'Église. La société. On ne pouvait pas tolérer ça. Antoine argumenta avec ferveur, l'amour n'est pas un péché. Vous l'avez condamné à l'exil pour des préjugés. Marie. Conservatrice comme leur mère. Hésita. Partagée entre loyauté et choc. Cette confrontation familiale révéla des fissures profondes. Antoine, qui avait toujours été le fils modèle, se sentit aliéné. Au travail, ses collègues remarquèrent son absentéisme croissant. Un soir, après une plaidoirie ratée, son associé le prit à part. Antoine, tu n'es plus toi-même. Prends du temps. Il décida de retourner à Marseille pour passer plus de temps avec Jacques. Sophie, compréhensive, resta à Paris pour ses cours. Mais l'inquiétude la rongeait. À Marseille, père et fils reconstruisirent leurs liens. Jacques emmena Antoine dans les calanques, où ils marchèrent des heures, parlant de tout, des souvenirs d'enfance effacés, des regrets de Jacques, de la vie d'Antoine. J'ai suivi tes succès dans les journaux, confia Jacques. J'étais fier, mais si loin. Antoine, ému, commença à questionner sa propre vie. Était-il heureux dans son mariage hétérosexuel? Sophie était merveilleuse. Mais des doutes enfouis refaisaient surface. Adolescent. Il avait eu des attirances pour des garçons, vite réprimés par l'éducation stricte. Un jour, en fouillant les affaires de Jacques, Antoine trouva des lettres anciennes de Paul. Elles décrivaient un amour passionné, défendu contre le monde. Mon cher Jacques, dans cette France qui nous tolère à peine, notre amour est notre révolte. Lire ces mots éveilla quelque chose en Antoine. Il se confia à Jacques, papa. Je pense que je suis comme toi. Jacques le serra dans ses bras. Fils, sois toi-même.
Ne fais pas mes erreurs. Cette révélation personnelle intensifia le conflit intérieur d'Antoine. Rentré à Paris, il distança Sophie, prétextant du travail. Elle sentit le changement, parle-moi. Antoine. Il avoua ses doutes sur son orientation. Sophie, blessée mais aimante, proposa du temps. Je t'aime. Mais si ce n'est pas réciproque. Pendant ce temps, la famille se divisait. Marie, après réflexion, contacta Antoine, j'ai parlé à maman. Elle regrette. Mais elle a peur du jugement. Antoine organisa une rencontre à Marseille. Élise accepta à contre-cœur. Marie les accompagnant. À l'arrivée, la tension était palpable. Jacques et Élise se firent face pour la première fois en 35 ans. Jacques. Balbutia Élise. Il la coupa doucement, Élise. Nous avons tous payé le prix de ces mensonges. La discussion vira au règlement de compte. Élise défendit ses choix, c'était l'époque. La société nous aurait rejetés. Jacques rétorqua, et toi? Tu m'as aimé. Ou était-ce une façade? Marie pleura. Antoine médiatisa. Finalement, Élise admit, j'avais peur pour les enfants. Mais j'ai eu tort. Un pardon fragile naquit. Mais les blessures restaient vives. Antoine, inspiré par son père, décida d'affronter sa vérité. Il confia à Sophie qu'il était gay. Ou du moins bisexuel. Et qu'il avait besoin d'explorer. Elle, dévastée, accepta la séparation. Je veux ton bonheur. Antoine. Cette décision le libéra. Mais le coût était élevé, la perte d'une vie stable. Les regards interrogateurs de ses amis. Il commença à fréquenter des associations LGBT à Paris, rencontrant des hommes qui partageaient des histoires similaires. L'un d'eux, un artiste nommé Olivier, 38 ans, aux yeux verts et au sourire contagieux, attira son attention. Leur conversation sur l'art, la société, l'amour, éveillèrent des sentiments nouveaux. Pourtant, des ombres persistaient. Un cousin conservateur apprit la vérité et menaça de la diffuser. Tu vas ruiner la réputation familiale. Antoine, fort de son parcours, répondit, la réputation basée sur des mensonges? Non merci. Il choisit la transparence, publiant un article anonyme dans un journal sur son histoire, espérant aider d'autres. Les réactions furent mixtes, soutien de progressistes, critique de traditionalistes. Jacques, fier, l'appela, tu es plus courageux que je ne l'ai jamais été. La publication de l'article anonyme d'Antoine déclencha une vague de conséquences imprévues. Des médias s'emparèrent de l'histoire, la reliant à des débats actuels sur les droits LGBT en France. Antoine, sous pseudonyme, fut invité à des débats télévisés. Il refusa d'abord, craignant pour sa carrière. Mais Jacques l'encouragea, c'est ta chance de changer les choses. Finalement, il accepta, révélant son identité. Sur le plateau d'une émission populaire, face à un panel mixte, Antoine raconta son histoire avec émotion. Ma famille a préféré déclarer mon père mort plutôt que d'accepter son homosexualité. Combien d'autres vivent dans l'ombre à cause de ça? Les applaudissements fusèrent. Mais un commentateur conservateur répliqua, respectons les traditions familiales. L'homosexualité n'était pas acceptée alors. Antoine contre-argumenta,
les traditions qui détruisent des vies ne méritent pas le respect. Cette exposition publique divisa la famille davantage. Élise. Humiliée? Coupa les ponts temporairement. Tu nous exposes au ridicule, cria-t-elle au téléphone. Marie. Partagé. Soutint Antoine en privé mais garda le silence publiquement. Jacques. De Marseille. Envoya une lettre, je suis fier. Mais protège-toi. La société n'a pas tant changé. En effet, Antoine reçut des menaces anonymes. Des courriels haineux. Au cabinet. Des clients conservateurs se retirèrent. Son associé le mit en garde, c'est risqué pour les affaires. Antoine. Déterminé. Répondit, si je perds des clients pour qui je suis. Tant mieux. Sur le plan personnel. Sa relation naissante avec Olivier s'approfondit. Il se promenait le long de la Seine. Discutait des heures dans des cafés. Olivier, ouvertement gai depuis l'adolescence, aidait Antoine à naviguer ses émotions. C'est normal d'avoir peur, disait-il. Mais l'authenticité vaut tous les risques. Leur premier baiser, sous un pont parisien, fut un moment de libération pour Antoine. Pourtant, des doutes persistaient, était-ce une réaction au chaos familial? Ou un vrai sentiment? Olivier, patient, le rassurait. Une crise majeure survint quand un journaliste déterra des détails sur Paul, l'amant de Jacques. Un article accusa Jacques d'avoir abandonné sa famille pour une vie dissolue. Jacques, fragile de santé, s'effondra. Antoine accourut à Marseille, trouvant son père hospitalisé pour une crise cardiaque mineure. C'est ma faute? Murmura Jacques. Non. Papa. C'est la leur. Répondit Antoine, la voix tremblante. À l'hôpital. Ils parlèrent de réconciliation. Jacques confia, j'aurais dû me battre pour vous. Antoine promit, on se bat maintenant. Ensemble. De retour à Paris. Antoine organisa une réunion familiale élargie, invitant oncle, tante, cousin. Dans un restaurant neutre, il exposa les faits. Notre famille a perpétué un mensonge destructeur. Il est temps d'arrêter. Les réactions varièrent, certains s'excusèrent. D'autres défendirent le passé. Un oncle, fervent catholique, argumenta, l'Église condamne l'homosexualité. C'est immoral. Antoine rétorqua, l'amour n'est pas immoral. Votre morale a brisé des vies. La réunion se termina en chaos. Avec des départs furieux. Mais aussi des alliances naissantes. Marie. Finalement. Se rangea du côté d'Antoine, tu as raison. Maman doit accepter. Élise. Isolée. Finit par craquer. Elle appela Antoine en pleurs, je veux voir Jacques. Antoine arrangea la rencontre à Marseille. Élise et Jacques se parlèrent longuement, revisitant leur mariage arrangé. Les pressions sociétales. Je t'aimais, Élise. Mais pas comme tu le méritais. Avoua Jacques. Elle répondit, et moi? Je t'ai piégé dans un rôle. Un pardon mutuel émergea. Fragile mais réel. Antoine. Témoin. Sentit un poids se lever. Avec Olivier. Les choses progressaient. Ils décidèrent de vivre ensemble. Dans un appartement à Montparnasse. Mais un soir, Sophie réapparut.
demandant une dernière conversation. Je suis heureuse pour toi. Antoine. Mais ça fait mal. Il s'excusa, reconnaissant le dommage collatéral de sa quête. Sophie partit, laissant Antoine avec une culpabilité lancinante. Était-ce le prix de l'authenticité? Les tensions sociétales culminèrent lors d'une manifestation pour les droits LGBT à Paris. Antoine y participa, tenant la main d'Olivier. Des contre-manifestants hurlaient des insultes. Un projectile frôla Antoine, le blessant légèrement. À l'hôpital, Jacques et Élise vinrent ensemble, unis dans l'inquiétude. C'est trop dangereux, dit Élise. Jacques répliqua, non. C'est nécessaire. Antoine. Bandé. Souris, on continue. La blessure d'Antoine guérit rapidement. Mais elle symbolisa les cicatrices persistantes de sa famille et de la société. Inspiré, il quitta son cabinet pour fonder une association aidant les victimes de rejet familial dû à l'orientation sexuelle. Jacques déménagea à Paris pour l'aider, vivant chez Antoine et Olivier. Élise, lentement, s'impliqua, organisant des ateliers sur l'acceptation. Marie et ses enfants visitaient souvent, apprenant la tolérance. Pourtant, des conflits subsistaient. Lors d'un dîner, un débat éclata sur le mariage pour tous. Élise, encore ancrée dans ses croyances, hésita, l'Église. Antoine la coupa, l'Église évolue. Maman. L'amour prime. Olivier devint un pilier pour Antoine, leur relation fleurissant malgré les épreuves. Ils voyageaient en Provence, revivant les souvenirs de Jacques et Paul. Un soir, au coucher du soleil, Olivier posa la question, « Veux-tu m'épouser ?» Antoine, ému, accepta. La cérémonie, intime, réunit la famille recomposée. Jacques mena Antoine à l'autel. Élise pleura de joie. Marie tosta, à la vérité qui libère. Mais le passé ressurgit quand un ancien amant de Jacques contacta l'association, révélant des détails sur Paul. Il accusa Jacques d'avoir été infidèle, semant le doute. Antoine confronta son père, « Est-ce vrai ?» Jacques admit, « Oui. J'ai fait des erreurs. Paul et moi. C'était compliqué. » Cette révélation testa le pardon d'Antoine. Tout le monde a des faiblesses, dit Olivier. Antoine choisit de pardonner, reconnaissant la complexité humaine. La société française, en évolution, offrit des victoires, des lois renforçant les droits LGBT. Antoine témoigna au Parlement, partageant son histoire. Des opposants l'attaquèrent, mais le soutien grandit. Un jour, un jeune homme contacta l'association « Ma famille m'a rejeté comme votre père. Aidez-moi. » Antoine, ému, vit l'impact de sa quête. Jacques, affaibli par l'âge, confia à Antoine, « Tu as réparé ce que j'ai brisé. » Élise, transformée, admis, « J'ai eu tort de te priver de lui. » La famille, unie dans l'imperfection, célébra Noël ensemble pour la première fois en décennies. Pourtant, des questions morales persistaient. Antoine se demandait si le mensonge initial était justifiable dans le contexte historique. Olivier argumentait, non. La vérité vaut toujours mieux. Lors d'une conférence, Antoine posa la question au public, peut-on excuser un mensonge qui protège, mais détruit?
Les débats fusèrent. Au fil des ans, Antoine et Olivier adoptèrent un enfant, défiant les normes. Jacques mourut paisiblement, entouré des siens. Son enterrement, contrairement aux faux d'antan, fut une célébration de vie authentique. Élise, veuve à nouveau, trouva la paix dans l'acceptation. La vie d'Antoine, marquée par la perte et la renaissance, devint un témoignage. Mais une question le hantait toujours, le prix de la vérité en valait-il la peine? Et vous? Pensez-vous que déclarer quelqu'un mort pour cacher son homosexualité puisse jamais être justifié? Même sous la pression sociétale?